Le vicomte de Bragelonne, partie 34, chapitre 141. La lettre de monsieur de Baisemeaux. D'Artagnan, fidèle à son plan, alla dès le lendemain matin rendre visite à monsieur de Baisemeaux. C'était jour de propreté à la Bastille. Les canons étaient brossés, fourbis, les escaliers grattés, les porte-clés semblaient occupés du soin de polir leurs clés elles-mêmes. Quant aux soldats de la garnison, ils se promenaient dans leur cour, sous prétexte qu'ils étaient assez propres. Le commandant Baisemeaux reçut d'Artagnan d'une façon plus que polie, mais il fut avec lui d'une réserve tellement serrée que toute la finesse de d'Artagnan ne lui tira pas une syllabe. Plus il se retenait dans ses limites, plus la défiance de d'Artagnan croissait. Ce dernier crut même remarquer que le commandant agissait en vertu d'une recommandation récente. Baisemeaux n'avait pas été au Palais-Royal avec d'Artagnan, l'homme froid et impénétrable que celui-ci trouva dans le Baisemeaux de la Bastille. Quand d'Artagnan voulut le faire parler sur les affaires si pressantes d'argent qui avaient amené Baisemeaux à la recherche d'Aramis et le rendaient expansif malgré tout ce soir-là, Baisemeaux prétexta des ordres à donner dans la prison même et laissa d'Artagnan se morfondre si longtemps à l'attendre que notre mousquetaire, certain de ne point obtenir un mot de plus, partit de la Bastille sans que Baisemeaux fût revenu de son inspection. Mais il avait un soupçon, d'Artagnan, et une fois le soupçon éveillé, l'esprit de d'Artagnan ne dormait plus. Il était aux hommes ce que le chat est aux quadrupèdes, l'emblème de l'inquiétude à la fois et de l'impatience. Un chat inquiet ne demeure pas plus en place que le flocon de soie qui se balance à tout souffle d'air. Un chat qui guette est mort devant son poste d'observation, et ni la faim ni la soif ne savent le tirer de sa méditation. D'Artagnan, qui brûlait d'impatience, secoua tout à coup ce sentiment comme un manteau trop lourd. Il se dit que quelque chose qu'on lui cachait était précisément celle qu'il importait de savoir. En conséquence, il réfléchit que Baisemeaux ne manquerait pas de faire prévenir Aramis, si Aramis lui avait donné une recommandation quelconque. C'est ce qui arriva. Baisemeaux avait à peine eu le temps matériel de revenir du donjon que d'Artagnan s'était mis en embuscade près de la rue du Petit-Musc, de façon à voir tous ceux qui sortiraient de la Bastille. Après 1 heure de station à la Herse d'Or, sous l'auvent où l'on prenait un peu d'ombre, d'Artagnan vit sortir un soldat de garde. Or, c'était le meilleur indice qu'il pût désirer. Tout gardien ou porte-clés a ses jours de sortie et même ses heures à la Bastille, puisque tous sont astreints à n'avoir ni femme ni logement dans le château. Ils peuvent donc sortir sans exciter la curiosité. Mais un soldat caserné est renfermé pour 24 heures lorsqu'il est de garde, on le sait bien, et d'Artagnan le savait mieux que personne. Ce soldat ne devait donc sortir en tenue de service que pour un ordre express et pressé. Le soldat, disons-nous, partit de la Bastille et lentement, comme un heureux mortel à qui, au lieu d'une faction devant un insipide corps de garde ou sur un bastion non moins ennuyeux, arrive la bonne aubaine d'une liberté jointe à une promenade, ces deux plaisirs comptant comme service. Il se dirigea vers le faubourg Saint-Antoine, humant l'air, le soleil et regardant les femmes. D'Artagnan le suivit de loin. Il n'avait pas encore fixé ses idées là-dessus. Il faut tout d'abord, pensa-t-il, que je voie la figure de ce drôle. Un homme vu est un homme jugé. D'Artagnan doubla le pas et, ce qui n'était pas bien difficile, devança le soldat. Non seulement il vit sa figure, qui était assez intelligente et résolue, mais encore il vit son nez, qui était un peu rouge. Le drôle aime l'eau-de-vie, se dit-il. En même temps qu'il voyait le nez rouge, il voyait dans la ceinture du soldat un papier blanc. « Bon, il y a une lettre », ajouta d'Artagnan. Or, un soldat se trouve trop joyeux d'être choisi par M. de Baisemeaux pour estafette. Il ne vend pas le message. Comme d'Artagnan se rongeait les poings,
Le soldat avançait toujours dans le faubourg Saint-Antoine. « Il va certainement à Saint-Mandé, se dit-il, et je ne saurai pas ce qu'il y a dans la lettre. » C'était à en perdre la tête. « Si j'étais en uniforme, se dit d'Artagnan, je ferais prendre le drôle et sa lettre avec lui. Le premier corps de garde me prêterait la main. Mais du diable si je dis mon nom pour un fait de ce genre. Le faire boire, il se défiera, et puis il me grisera. Mordiou, je n'ai plus d'esprit, et c'en est fait de moi. Attaquer ce malheureux, le faire dégainer, le tuer pour sa lettre. Bon, s'il s'agissait d'une lettre de reine à un lord, ou d'une lettre de cardinal à une reine. Mais, mon Dieu, quelles piètres intrigues que celles de messieurs Aramis et Fouquet avec monsieur Colbert. La vie d'un homme pour cela, oh non, pas même 10 écus. Comme il philosophait de la sorte en mangeant ses ongles et moustaches, il aperçut un petit groupe d'archers et un commissaire. Ces gens emmenaient un homme de belle mine qui se débattait du meilleur cœur. Les archers lui avaient déchiré ses habits et on le traînait. Il demandait qu'on le conduisît avec égard, se prétendant gentilhomme et soldat. Il vit notre soldat marcher dans la rue et cria « Soldat, à moi !» Le soldat marcha du même pas vers celui qui l'interpellait, et la foule le suivit. Une idée vint alors à d'Artagnan. C'était la première, on verra qu'elle n'était pas mauvaise. Tandis que le gentilhomme racontait au soldat qu'il venait d'être pris dans une maison comme voleur, tandis qu'il n'était qu'un amant, le soldat le plaignait et lui donnait des consolations et des conseils avec cette gravité que le soldat français met au service de son amour-propre et de l'esprit de corps. D'Artagnan se glissa derrière le soldat pressé par la foule et lui tira nettement et promptement le papier de la ceinture. Comme, à ce moment, le gentilhomme déchiré tiraillait ce soldat, comme le commissaire tiraillait le gentilhomme, d'Artagnan put opérer sa capture sans le moindre inconvénient. Il se mit à 10 pas derrière un pilier de maison et lut sur l'adresse « À Monsieur du Vallon, chez Monsieur Fouquet, à Saint-Mandé. » « Bon, dit-il, et il décacheta sans déchirer, puis il tira le papier plié en 4, qui contenait seulement ces mots « Cher Monsieur du Vallon, veuillez faire dire à Monsieur d'Herblay qu'il est venu à la Bastille et qu'il a questionné. Votre dévoué, de Baisemeaux. » « Eh bien, à la bonne heure, s'écria d'Artagnan, voilà qui est parfaitement limpide. Porthos en est. Sûr de ce qu'il voulait savoir, mordiou, pensa le mousquetaire, voilà un pauvre diable de soldat à qui cet enragé sournois de Baisemeaux va faire payer cher ma supercherie, s'il rentre sans lettre. Que lui fera-t-on? Au fait, je n'ai pas besoin de cette lettre. Quand l'œuf est avalé, à quoi bon les coquilles? D'Artagnan vit que le commissaire et les archers avaient convaincu le soldat et continuaient d'emmener leur prisonnier. Celui-ci restait environné de la foule et continuait ses doléances. D'Artagnan vint au milieu de tous et laissa tomber la lettre sans que personne le vît, puis il s'éloigna rapidement. Le soldat reprenait sa route vers Saint-Mandé, pensant beaucoup à ce gentilhomme qui avait imploré sa protection. Tout à coup, il pensa un peu à sa lettre et, regardant sa ceinture, il la vit dépouillée. Son cri d'effroi fit plaisir à d'Artagnan. Ce pauvre soldat jeta les yeux tout autour de lui avec angoisse, et enfin, derrière lui, à 20 pas, il aperçut la bienheureuse enveloppe. Il fondit dessus comme un faucon sur sa proie. L'enveloppe était bien un peu poudreuse, un peu froissée, mais enfin la lettre était retrouvée. D'Artagnan vit que le cachet brisé occupait beaucoup le soldat. Le brave homme finit cependant par se consoler. Il remit le papier dans sa ceinture. « Va, dit d'Artagnan, j'ai le temps désormais. Précède-moi. Il paraît qu'Aramis n'est pas à Paris, puisque Baisemeaux écrit à Porthos. Ce cher Porthos, quelle joie de le revoir. Et de causer avec lui, dit le Gascon. Et, réglant son pas sur celui du soldat, il se promit d'arriver un quart d'heure après lui chez M. Fouquet. Chapitre 142, où le lecteur verra avec plaisir que Porthos n'a rien perdu de sa force. D'Artagnan avait, selon son habitude,
calculez que chaque heure vaut 60 minutes et chaque minute 60 secondes. Grâce à ce calcul parfaitement exact de minutes et de secondes, il arriva devant la porte du surintendant au moment même où le soldat en sortait, la ceinture vide. D'Artagnan se présenta à la porte qu'un concierge brodé sur toutes les coutures lui tint entr'ouverte. D'Artagnan aurait bien voulu entrer sans se nommer, mais il n'y avait pas moyen. Il se nomma. Malgré cette concession qui devait lever toute difficulté, D'Artagnan le pensait du moins, le concierge hésita. Cependant, à ce titre répété pour la seconde fois, capitaine des gardes du roi, le concierge, sans livrer tout à fait passage, cessa de le barrer complètement. D'Artagnan comprit qu'une formidable consigne avait été donnée. Il se décida donc à mentir, ce qui, d'ailleurs, ne lui coûtait point par trop, quand il voyait par-delà le mensonge le salut de l'État, ou même purement et simplement son intérêt personnel. Il ajouta donc, aux déclarations déjà faites par lui, que le soldat qui venait d'apporter une lettre à M. de Vallon n'était autre que son messager, et que cette lettre avait pour but d'annoncer son arrivée à lui. Dès lors, nul ne s'opposa plus à l'entrée de D'Artagnan, et D'Artagnan entra. Un valet voulut l'accompagner, mais il répondit qu'il était inutile de prendre cette peine à son endroit, attendu qu'il savait parfaitement où se tenait M. du Vallon. Il n'y avait rien à répondre à un homme si complètement instruit. On laissa faire D'Artagnan. Perron, salon, jardin, tout fut passé en revue par le mousquetaire. Il marcha un quart d'heure dans cette maison plus que royale, qui comptait autant de merveilles que de meubles, autant de serviteurs que de colonnes et de portes. Décidément, se dit-il, cette maison n'a d'autres limites que les limites de la terre. Est-ce que Porthos aurait eu la fantaisie de s'en retourner à Pierrefonds sans sortir de chez M. Fouquet ? Enfin, il arriva dans une partie reculée du château, ceinte d'un mur de pierre de taille, sur lesquels grimpait une profusion de plantes grasses ruisselantes de fleurs, grosses et solides comme des fruits. De distance en distance, sur le mur d'enceinte, s'élevaient des statues dans des poses timides ou mystérieuses. C'étaient des vestales cachées sous le péplum au grand pli, des veilleurs agiles enfermés dans leurs voiles de marbre et couvant le palais de leurs furtifs regards. Un Hermès, le doigt sur la bouche, une Iris aux ailes éployées, une nuit, tout arrosée de pavots, dominaient les jardins et les bâtiments qu'on entrevoyait derrière les arbres. Toutes ces statues se profilaient en blanc sur les hauts cyprès qui dardaient leurs cimes noires vers le ciel. Autour de ces cyprès s'étaient enroulés des rosiers séculaires qui attachaient leurs anneaux fleuris à chaque fourche des branches et semaient sur les ramures inférieures et sur les statues des pluies de fleurs embaumées. Ces enchantements parurent au mousquetaire l'effort suprême de l'esprit humain. Il était dans une disposition d'esprit à poétiser. L'idée que Porthos habitait un pareil Éden lui donna de Porthos une idée plus haute, tant il est vrai que les esprits les plus élevés ne sont point exempts de l'influence de l'entourage. D'Artagnan trouva la porte. À la porte, une espèce de ressort qu'il découvrit et qu'il fit jouer. La porte s'ouvrit. D'Artagnan entra, referma la porte et pénétra dans un pavillon bâti en rotonde, et dans lequel on n'entendait d'autre bruit que celui des cascades et des chants d'oiseaux. À la porte du pavillon, il rencontra un laquais. « C'est ici, dit sans hésitation D'Artagnan, que demeure monsieur le baron du Vallon, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur, répondit le laquais. Prévenez-le que monsieur le chevalier d'Artagnan, capitaine aux mousquetaires de sa majesté, l'attend. » D'Artagnan fut introduit dans un salon. D'Artagnan ne demeura pas longtemps dans l'attente. Un pas bien connu ébranla le parquet de la salle voisine. Une porte s'ouvrit, ou plutôt s'enfonça, et Porthos vint se jeter dans les bras de son ami avec une sorte d'embarras qui ne lui allait pas mal. « Vous ici » s'écria-t-il. « Et vous » répliqua D'Artagnan. « Ah, sournois !»« Oui, dit Porthos en souriant d'un sourire embarrassé. Oui, vous me trouvez chez M. Fouquet, et cela vous étonne un peu, n'est-ce pas ? Non pas ? Pourquoi ne seriez-vous pas des amis de M. Fouquet ?
Monsieur Fouquet a bon nombre d'amis, surtout parmi les hommes d'esprit. Porthos eut la modestie de ne pas prendre le compliment pour lui. Puis, ajouta-t-il, vous m'avez vu à Belle-Île. Raison de plus pour que je sois porté à croire que vous êtes des amis de monsieur Fouquet. Le fait est que je le connais, dit Porthos avec un certain embarras. Ah, mon ami, dit d'Artagnan, que vous êtes coupable envers moi. Comment cela? S'écria Porthos. Comment? Vous accomplissez un ouvrage aussi admirable que celui des fortifications de Belle-Île, et vous ne m'en avertissez pas. Porthos rougit. Il y a plus, continua d'Artagnan. Vous me voyez là-bas, vous savez que je suis au roi, et vous ne devinez pas que le roi, jaloux de connaître quel est l'homme de mérite qui accomplit une œuvre dont on lui fait les plus magnifiques récits, vous ne devinez pas que le roi m'a envoyé pour savoir quel était cet homme. Comment? Le roi vous avait envoyé pour savoir? Pardieu! Mais ne parlons plus de cela. Corne de bœuf, dit Porthos. Au contraire, parlons-en. Ainsi, le roi savait que l'on fortifiait Belle-Île. Bon, est-ce que le roi ne sait pas tout? Mais il ne savait pas qui le fortifiait? Non, seulement il se doutait, d'après ce qu'on lui avait dit des travaux, que c'était un illustre homme de guerre. Diable, dit Porthos, si j'avais su cela. Vous ne vous seriez pas sauvé de Vannes, n'est-ce pas? Non. Qu'avez-vous dit quand vous ne m'avez plus trouvé? Mon cher, j'ai réfléchi. Ah oui, vous réfléchissez, vous. Et à quoi cela vous a-t-il mené de réfléchir? À deviner toute la vérité. Ah, vous avez deviné? Oui. Qu'avez-vous deviné? Voyons, dit Porthos en s'accommodant dans un fauteuil et prenant des airs de sphinx. J'ai deviné, d'abord, que vous fortifiez Belle-Île. Ah, cela n'était pas bien difficile. Vous m'avez vu à l'œuvre. Attendez donc, mais j'ai deviné encore quelque chose. C'est que vous fortifiez Belle-Île par ordre de monsieur Fouquet. C'est vrai. Ce n'est pas le tout. Quand je suis en train de deviner, je ne m'arrête pas en route. Ce cher d'Artagnan. J'ai deviné que monsieur Fouquet voulait garder le secret le plus profond sur ses fortifications. C'était son intention, en effet, à ce que je crois, dit Porthos. Oui, mais savez-vous pourquoi il voulait garder ce secret? Dame, pour que la chose ne fût pas sue, dit Porthos. D'abord, mais ce désir était soumis à l'idée d'une galanterie. En effet, dit Porthos, j'ai entendu dire que monsieur Fouquet était fort galant. À l'idée d'une galanterie qu'il voulait faire au roi. Oh, oh, cela vous étonne? Oui. Vous ne saviez pas cela? Non. Eh bien, je le sais, moi. Vous êtes donc sorcier? Pas le moins du monde. Comment le savez-vous, alors? Ah, voilà, par un moyen bien simple. J'ai entendu monsieur Fouquet le dire lui-même au roi. Lui dire quoi? Qu'il avait fait fortifier Belle-Île à son intention et qu'il lui faisait cadeau de Belle-Île. Ah, vous avez entendu monsieur Fouquet dire cela au roi? En toutes lettres. Il a même ajouté « Belle-Île a été fortifiée par un ingénieur de mes amis, homme de beaucoup de mérite, que je demanderai la permission de présenter au roi. » Son nom, a demandé le roi. « Le baron du Vallon, » a répondu monsieur Fouquet. « C'est bien, » a répondu le roi, « vous me le présenterez. » Le roi a répondu cela. « Foi de d'Artagnan. »« Oh, oh !» fit Porthos. « Mais pourquoi ne m'a-t-on pas présenté, alors ?» Ne vous a-t-on point parlé de cette présentation? Si fait, mais je l'attends toujours. Soyez tranquille, elle viendra. Grogna Porthos. D'Artagnan fit semblant de ne pas entendre et, changeant la conversation, « Mais vous habitez un lieu bien solitaire, cher ami, ce me semble, demanda-t-il. « J'ai toujours aimé l'isolement. Je suis mélancolique, répondit Porthos avec un soupir. Tiens, c'est étrange, fit d'Artagnan, je n'avais pas remarqué cela. C'est depuis que je me livre à l'étude, dit Porthos d'un air soucieux. Mais les travaux de l'esprit n'ont pas nui à la santé du corps, j'espère. Oh, nullement. Les forces vont toujours bien. Trop bien, mon ami, trop bien. C'est que j'avais entendu dire que dans les premiers jours de votre arrivée,
Oui, je ne pouvais plus remuer, n'est-ce pas? Comment? Fit d'Artagnan avec un sourire. Et à propos de quoi ne pouviez-vous plus remuer? Porthos comprit qu'il avait dit une bêtise et voulut se reprendre. Oui, je suis venu de Belle-Île ici sur de mauvais chevaux, dit-il, et cela m'avait fatigué. Cela ne m'étonne plus que, moi qui venais derrière vous, j'en ai trouvé 7 ou 8 de crevés sur la route. Je suis lourd, voyez-vous, dit Porthos. De sorte que vous étiez moulu. La graisse m'a fondu, et cette fonte m'a rendu malade. Ah, pauvre Porthos. Et Aramis, comment a-t-il été pour vous dans tout cela? Très bien. Il m'a fait soigner par le propre médecin de M. Fouquet. Mais figurez-vous qu'au bout de 8 jours, je ne respirais plus. Comment cela? La chambre était trop petite. J'absorbais trop d'air. Vraiment? À ce que l'on m'a dit, du moins. Et l'on m'a transporté dans un autre logement. Où vous respiriez cette fois? Plus librement, oui. Mais pas d'exercice, rien à faire. Le médecin prétendait que je ne devais pas bouger. Moi, au contraire, je me sentais plus fort que jamais. Cela donna naissance à un grave accident. À quel accident? Imaginez-vous, cher ami, que je me révoltais contre les ordonnances de cet imbécile de médecin et que je résolus de sortir, que cela lui convint ou ne lui convint pas. En conséquence, j'ordonnai au valet qui me servait d'apporter mes habits. Vous étiez donc tout nu, mon pauvre Porthos? Non pas. J'avais une magnifique robe de chambre, au contraire. Le laquais obéit. Je me revêtis de mes habits, qui étaient devenus trop larges. Mais, chose étrange, mes pieds étaient devenus trop larges, eux. Oui, j'entends bien. Et mes bottes étaient devenues trop étroites. Vos pieds étaient restés enflés. Tiens, vous avez deviné. Parbleu, et c'est là l'accident dont vous me vouliez entretenir? Ah bien oui, je ne fis pas la même réflexion que vous. Je me dis, puisque mes pieds ont entré 10 fois dans mes bottes, il n'y a aucune raison pour qu'ils n'y rentrent pas une 11e. Cette fois, mon cher Porthos, permettez-moi de vous le dire, vous manquiez de logique. Bref, j'étais donc placé en face d'une cloison. J'essayais de mettre ma botte droite, je tirais avec les mains et poussais avec le jarret, faisant des efforts inouïs, quand, tout à coup, les 2 oreilles de mes bottes demeurèrent dans mes mains. Mon pied partit comme une catapulte. Catapulte! Comme vous êtes fort sur les fortifications, cher Porthos. Mon pied partit donc comme une catapulte et rencontra la cloison, qui l'effondra. Mon ami, je crus que, comme Samson, j'avais démoli le temple. Ce qui tomba du coup de tableaux, de porcelaine, de vases de fleurs, de tapisseries, de bâtons de rideaux, c'est inouï. Vraiment? Sans compter que de l'autre côté de la cloison était une étagère chargée de porcelaine. Que vous renversâtes? Que je lançai à l'autre bout de l'autre chambre. Porthos se mit à rire. En vérité, comme vous dites, c'est inouï. Et d'Artagnan se mit à rire, comme Porthos. Porthos aussitôt se mit à rire plus fort que d'Artagnan. « Je cassais, dit Porthos, d'une voix entrecoupée par cette hilarité croissante, pour plus de 3000 francs de porcelaine. Oh, oh, oh !» Bon, dit d'Artagnan, j'écrasais pour plus de 4000 francs de glace. Excellent! Sans compter un lustre qui me tomba juste sur la tête et qui fut brisé en 1000 morceaux. Sur la tête, dit d'Artagnan, qui se tenait les côtes. En plein! Mais vous eûtes la tête cassée? Non, puisque je vous dis, au contraire, que c'est le lustre qui se brisa comme verre qu'il était. Ah, le lustre était de verre. De verre de Venise. Une curiosité, mon cher. Un morceau qui n'avait pas son pareil. Une pièce qui pesait 200 livres. Et qui vous tomba sur la tête? Sur la tête! Figurez-vous un globe de cristal tout doré, tout incrusté en bas, des parfums qui brûlaient en haut, des becs qui jetaient de la flamme lorsqu'ils étaient allumés. Bien entendu, mais ils ne l'étaient pas. Heureusement, j'eusse été incendié. Et vous n'avez été qu'aplati? Non.
Comment non? Non, le lustre m'est tombé sur le crâne. Nous avons là, à ce qu'il paraît, sur le sommet de la tête, une croûte excessivement solide. Qui vous a dit cela, Porthos? Le médecin, une manière de dôme qui supporterait Notre-Dame de Paris. Bah, oui, il paraît que nous avons le crâne ainsi fait. Parlez pour vous, cher ami. C'est votre crâne à vous qui est fait ainsi, et non celui des autres. C'est possible, dit Porthos avec fatuité. Tant il y a que, lors de la chute du lustre sur ce dôme que nous avons au sommet de la tête, ce fut un bruit pareil à la détonation d'un canon. Le cristal fut brisé, et je tombai tout inondé. De sang, pauvre Porthos? Non, de parfums qui sentaient comme des crèmes. C'était excellent, mais cela sentait trop bon. Je fus comme étourdi de cette bonne odeur. Vous avez éprouvé cela quelquefois, n'est-ce pas, d'Artagnan? Oui, en respirant du muguet, de sorte, mon pauvre ami, que vous fûtes renversé du choc et abasourdi de l'odeur. Mais ce qu'il y a de particulier, et le médecin m'a affirmé sur son honneur qu'il n'avait jamais rien vu de pareil. Vous eûtes au moins une bosse, interrompit d'Artagnan. J'en eus 5. Pourquoi 5? Attendez, le lustre avait, à son extrémité inférieure, 5 ornements dorés extrêmement aigus. Aïe! Ces 5 ornements pénétrèrent dans mes cheveux, que je porte fort épais, comme vous voyez. Heureusement, et s'imprimèrent dans ma peau, mais voyez la singularité, ces choses-là n'arrivent qu'à moi. Au lieu de faire des creux, ils firent des bosses. Le médecin n'a jamais pu m'expliquer cela d'une manière satisfaisante. Eh bien, je vais vous l'expliquer, moi. Vous me rendrez service, dit Porthos en clignant des yeux, ce qui était chez lui le signe de l'attention portée au plus haut degré. Depuis que vous faites fonctionner votre cerveau à de hautes études, à des calculs importants, la tête a profité, de sorte que vous avez maintenant une tête trop pleine de science. Vous croyez? J'en suis sûr. Il en résulte qu'au lieu de rien laisser pénétrer d'étrangers dans l'intérieur de la tête, votre boîte osseuse, qui est déjà trop pleine, profite des ouvertures qui s'y font pour laisser échapper ce trop-plein. Ah, fit Porthos, à qui cette explication paraissait plus claire que celle du médecin. Les 5 protubérances causées par les 5 ornements du lustre furent certainement des amas scientifiques, amenés extérieurement par la force des choses. En effet, dit Porthos, et la preuve, c'est que cela me faisait plus de mal dehors que dedans. Je vous avouerai même que, quand je mettais mon chapeau sur ma tête, en l'enfonçant du poing avec cette énergie gracieuse que nous possédons, nous autres gentilshommes d'épée, eh bien, si mon coup de poing n'était pas parfaitement mesuré, je ressentais des douleurs extrêmes. Porthos, je vous crois. Aussi, mon bon ami, dit le géant, Monsieur Fouquet se décida-t-il, voyant le peu de solidité de la maison, à me donner un autre logis. On me mit en conséquence ici. C'est le parc réservé, n'est-ce pas? Oui. Celui des rendez-vous? Celui qui est si célèbre dans les histoires mystérieuses du surintendant? Je ne sais pas. Je n'y ai eu ni rendez-vous, ni histoire mystérieuse. Mais on m'autorise à y exercer mes muscles, et je profite de la permission en déracinant des arbres. Pourquoi faire? Pour m'entretenir la main, et puis pour y prendre des nids d'oiseaux. Je trouve cela plus commode que de monter dessus. Vous êtes pastoral comme Tircis, mon cher Porthos. Oui, j'aime les petits œufs. Je les aime infiniment plus que les gros. Vous n'avez point idée comme c'est délicat. Une omelette de 4 ou 5 œufs, de verdier, de pinson, de sansonnet, de merle et de grive. Mais 500 œufs, c'est monstrueux. Cela tient dans un saladier, dit Porthos. D'Artagnan admira 5 minutes Porthos, comme s'il le voyait pour la première fois. Quant à Porthos, il s'épanouit joyeusement sous le regard de son ami. Ils demeurèrent quelques instants ainsi, D'Artagnan regardant, Porthos s'épanouissant. D'Artagnan cherchait évidemment à donner un nouveau tour à la conversation. « Vous divertissez-vous beaucoup ici, Porthos ?» demanda-t-il enfin, sans doute lorsqu'il eut trouvé ce qu'il cherchait. « Pas toujours. Je conçois cela,
Mais quand vous vous ennuierez par trop, que ferez-vous ? Oh, je ne suis pas ici pour longtemps. Aramis attend que ma dernière bosse ait disparu pour me présenter au roi, qui ne peut pas souffrir les bosses, à ce qu'on m'a dit. Aramis est donc toujours à Paris ? Non. Et où est-il ? À Fontainebleau. Seul ? Avec monsieur Fouquet ? Très bien, mais savez-vous une chose ? Non, dites-la moi, et je la saurai. C'est que je crois qu'Aramis vous oublie. Vous croyez ? Là-bas, voyez-vous, on rit, on danse, on festoie, on fait sauter les vins de monsieur de Mazarin. Savez-vous qu'il y a ballet tous les soirs, là-bas ? Diable ! Diable ! Je vous déclare donc que votre cher Aramis vous oublie. Cela se pourrait bien, et je l'ai pensé parfois. À moins qu'il ne vous trahisse, le sournois. Oh ! Vous le savez, c'est un fin renard qu'Aramis. Oui, mais me trahir. Écoutez, d'abord, il vous séquestre. Comment ? Il me séquestre ? Je suis séquestré, moi ? Pardieu ! Je voudrais bien que vous me prouvassiez cela. Rien de plus facile. Sortez-vous ? Jamais. Montez-vous à cheval ? Jamais. Laisse-t-on parvenir vos amis jusqu'à vous ? Jamais. Eh bien, mon ami, ne sortir jamais, ne jamais monter à cheval, ne jamais voir ses amis, cela s'appelle être séquestré. Et pourquoi Aramis me séquestrerait-il ? Demanda Porthos. Voyons, dit d'Artagnan, soyez franc, Porthos. Comme l'or. C'est Aramis qui a fait le plan des fortifications de Belle-Île, n'est-ce pas ? Porthos rougit. Oui, dit-il, mais voilà tout ce qu'il a fait. Justement. Et mon avis est que ce n'est pas une très grande affaire. C'est le mien aussi. Bien, je suis enchanté que nous soyons du même avis. Il n'est même jamais venu à Belle-Île, dit Porthos. Vous voyez bien. C'est moi qui allais à Vannes, comme vous avez pu le voir. Dites comme je l'ai vu. Eh bien, voilà justement l'affaire, mon cher Porthos. Aramis, qui n'a fait que les plans, voudrait passer pour l'ingénieur, tandis que vous, qui avez bâti pierre à pierre la muraille, la citadelle et les bastions, il voudrait vous reléguer au rang de constructeur. De constructeur ? C'est-à-dire de maçon ? De maçon, c'est cela. De gâcheur de mortier ? Justement. De manœuvre ? Vous y êtes. Oh, oh, cher Aramis, vous vous croyez toujours 25 ans, à ce qu'il paraît ? Ce n'est pas le tout. Il vous en croit 50. J'aurais bien voulu le voir à la besogne. Oui. Un gaillard qui a la goutte. Oui. La gravelle. Oui. À qui il manque 3 dents. 4. Tandis que moi, regardez. Et Porthos, écartant ses grosses lèvres, exhiba 2 rangées de dents un peu moins blanches que la neige, mais aussi nettes, aussi dures et aussi saines que l'ivoire. Vous ne vous figurez pas, Porthos, dit d'Artagnan, combien le roi tient aux dents. Les vôtres me décident. Je vous présenterai au roi. Vous ? Pourquoi pas ? Croyez-vous que je sois plus mal en cour qu'Aramis ? Oh non ! Croyez-vous que j'ai la moindre prétention sur les fortifications de Belle-Île ? Oh, certes non. C'est donc votre intérêt seul qui peut me faire agir. Je n'en doute pas. Eh bien, je suis intime ami du roi, et la preuve, c'est que, lorsqu'il y a quelque chose de désagréable à lui dire, c'est moi qui m'en charge. Mais, cher ami, si vous me présentez... Après, Aramis se fâchera. Contre moi ? Non, contre moi. Bah, que ce soit lui ou que ce soit moi qui vous présente, puisque vous deviez être présenté, c'est la même chose. On devait me faire des habits. Les vôtres sont splendides. Oh, ceux que j'avais commandés étaient bien plus beaux. Prenez garde, le roi aime la simplicité. Alors, je serai simple. Mais que dira monsieur Fouquet de me savoir parti ? Êtes-vous donc prisonnier sur parole ? Non, pas tout à fait. Mais je lui avais promis de ne pas m'éloigner sans le prévenir. Attendez, nous allons revenir à cela. Avez-vous quelque chose à faire ici ? Moi ? Rien de bien important, du moins.
À moins cependant que vous ne soyez l'intermédiaire d'Aramis pour quelque chose de grave. Ma foi, non. Ce que je vous en dis, vous comprenez, c'est par intérêt pour vous. Je suppose, par exemple, que vous êtes chargé d'envoyer à Aramis des messages, des lettres. Ah, des lettres, oui, je lui envoie de certaines lettres. Où cela? À Fontainebleau. Et avez-vous de ces lettres? Mais... Laissez-moi dire. Et avez-vous de ces lettres? Je viens justement d'en recevoir une. Intéressante? Je le suppose. Vous ne les lisez donc pas? Je ne suis pas curieux. Et Porthos tira de sa poche la lettre du soldat que Porthos n'avait pas lue, mais que d'Artagnan avait lue, lui. Savez-vous ce qu'il faut faire? Dit d'Artagnan. Parbleu, ce que je fais toujours, l'envoyer. Non pas. Comment cela? La garder? Non, pas encore. Ne vous a-t-on pas dit que cette lettre était importante? Très importante. Eh bien, il faut la porter vous-même à Fontainebleau. À Aramis? Oui. C'est juste. Et puisque le roi y est, vous profiterez de cela? Je profiterai de cela pour vous présenter au roi. Ah, corne de bœuf! D'Artagnan, il n'y a, en vérité, que vous pour trouver des expédients. Donc, au lieu d'envoyer à notre ami des messages plus ou moins fidèles, c'est nous-mêmes qui lui portons la lettre. Je n'y avais même pas songé. C'est bien simple, cependant. C'est pourquoi il est urgent, mon cher Porthos, que nous partions tout de suite. En effet, dit Porthos, plus tôt nous partirons, moins la lettre d'Aramis éprouvera de retard. Porthos, vous raisonnez toujours puissamment, et chez vous, la logique seconde l'imagination. Vous trouvez, dit Porthos. C'est le résultat des études solides, répondit d'Artagnan. Allons, venez. Mais, dit Porthos, ma promesse à M. Fouquet. Laquelle? De ne point quitter Saint-Mandé sans le prévenir. Ah, mon cher Porthos, dit d'Artagnan, que vous êtes jeune. Comment cela? Vous arrivez à Fontainebleau, n'est-ce pas? Oui. Vous y trouverez M. Fouquet? Oui. Chez le roi, probablement. Chez le roi, répéta majestueusement Porthos. Et vous l'abordez en lui disant « Monsieur Fouquet, j'ai l'honneur de vous prévenir que je viens de quitter Saint-Mandé. » Et, dit Porthos avec la même majesté, me voyant à Fontainebleau chez le roi, Monsieur Fouquet ne pourra pas me dire que je mens. Mon cher Porthos, j'ouvrais la bouche pour vous le dire. Vous me devancez en tout. Oh, Porthos, quelle heureuse nature vous êtes. L'âge n'a pas mordu sur vous. Pas trop. Alors, tout est dit? Je crois que oui. Vous n'avez plus de scrupules? Je crois que non. Alors, je vous emmène. Parfaitement. Je vais faire seller mes chevaux. Vous avez des chevaux ici? J'en ai 5. Que vous avez fait venir de Pierrefonds? Que M. Fouquet m'a donné. Mon cher Porthos, nous n'avons pas besoin de 5 chevaux pour 2. D'ailleurs, j'en ai déjà 3 à Paris. Cela ferait 8. Ce serait trop. Ce ne serait pas trop si j'avais mes gens ici. Mais hélas, je ne les ai pas. Vous regrettez vos gens? Je regrette Mousqueton. Mousqueton me manque. Excellent cœur, dit d'Artagnan. Mais, croyez-moi, laissez vos chevaux ici comme vous avez laissé Mousqueton là-bas. Pourquoi cela? Parce que, plus tard... Eh bien, plus tard, peut-être sera-t-il bien que M. Fouquet ne vous ait rien donné du tout. Je ne comprends pas, dit Porthos. Il est inutile que vous compreniez. Cependant, je vous expliquerai cela plus tard, Porthos. C'est de la politique, je parie. Et de la plus subtile. Porthos baissa la tête sur ce mot de politique, puis, après un moment de rêverie, il ajouta « Je vous avouerai, d'Artagnan, que je ne suis pas politique. »« Je le sais, pardieu. Bien. »« Oh, nul ne sait cela. Vous me l'avez dit vous-même, vous, le brave des braves. »« Que vous ai-je dit, Porthos ? » ?»« Que l'on avait ces jours. Vous me l'avez dit et je l'ai éprouvé. Il y a des jours où l'on éprouve moins de plaisir que dans d'autres à recevoir des coups d'épée. »
C'est ma pensée. C'est la mienne aussi, quoique je ne crois guère au coup qui tue. Diable, vous avez tué, cependant? Oui, mais je n'ai jamais été tué. La raison est bonne. Donc, je ne crois pas mourir jamais de la lame d'une épée ou de la balle d'un fusil. Alors, vous n'avez peur de rien? Ah, de l'eau, peut-être. Non, je nage comme une loutre. De la fièvre cartaine? Je ne l'ai jamais eue, et ne crois point l'avoir jamais. Mais je vous avouerai une chose. Et Porthos baissa la voix. Laquelle? Demanda d'Artagnan en se mettant au diapason de Porthos. Je vous avouerai, répéta Porthos, que j'ai une horrible peur de la politique. Ah, bah, s'écria d'Artagnan. Tout beau, dit Porthos d'une voix de stentor. J'ai vu son éminence, monsieur le cardinal de Richelieu, et son éminence, monsieur le cardinal de Mazarin. L'un avait une politique rouge, l'autre une politique noire. Je n'ai jamais été beaucoup plus content de l'une que de l'autre. La première a fait couper le cou de monsieur de Marsillac, à monsieur de Thou, à monsieur de Cinq-Mars, à monsieur de Chalais, à monsieur de Bouteville, à monsieur de Montmorency. La seconde a fait écharper une foule de frondeurs dont nous étions, mon cher. Dont, au contraire, nous n'étions pas, dit d'Artagnan. Oh, si fait, car si je dégainais pour le cardinal, moi, je frappais pour le roi. Cher Porthos, j'achève. Ma peur de la politique est donc telle que, s'il y a de la politique là-dessous, j'aime mieux retourner à Pierrefonds. Vous auriez raison, si cela était. Mais avec moi, cher Porthos, jamais de politique. C'est net. Vous avez travaillé à fortifier Belle-Île. Le roi a voulu savoir le nom de l'habile ingénieur qui avait fait les travaux. Vous êtes timide comme tous les hommes d'un vrai mérite. Peut-être Aramis veut-il vous mettre sous le boisseau. Moi, je vous prends. Moi, je vous déclare. Moi, je vous produis. Le roi vous récompense. Et voilà toute ma politique. C'est la mienne, morbleu, dit Porthos en tendant la main à d'Artagnan. Mais d'Artagnan connaissait la main de Porthos. Il savait qu'une fois emprisonné entre les 5 doigts du baron, une main ordinaire n'en sortait pas sans foulure. Il tendit donc, non pas la main, mais le poing à son ami. Porthos ne s'en aperçut même pas. Après quoi, ils sortirent tous deux de Saint-Mandé. Les gardiens chuchotèrent bien un peu et se dirent à l'oreille quelques paroles que d'Artagnan comprit, mais qu'il se garda bien de faire comprendre à Porthos. Notre ami, dit-il, était bel et bien prisonnier d'Aramis. Voyons ce qu'il va résulter de la mise en liberté de ce conspirateur. Chapitre 143. Le rat et le fromage. D'Artagnan et Porthos revinrent à pied comme d'Artagnan était venu. Lorsque d'Artagnan, entrant le premier dans la boutique du Pilon d'Or, eut annoncé à Planchet que M. du Vallon serait un des voyageurs privilégiés, lorsque Porthos, en entrant dans la boutique, eut fait cliqueter avec son plumet les chandelles de bois suspendues à l'auvent, quelque chose comme un pressentiment douloureux troubla la joie que Planchet se promettait pour le lendemain. Mais c'était un cœur d'or que notre épicier, relique précieuse du bon temps, qui est toujours et a toujours été pour ceux qui vieillissent le temps de leur jeunesse, et pour ceux qui sont jeunes la vieillesse de leurs ancêtres. Planchet, malgré ce frémissement intérieur aussitôt réprimé que ressenti, accueillit donc Porthos avec un respect de tendre cordialité. Porthos, un peu roide d'abord, à cause de la distance sociale qui existait à cette époque entre un baron et un épicier, Porthos finit par s'humaniser en voyant chez Planchet tant de bon vouloir et de prévenance. Il fut surtout sensible à la liberté qui lui fut donnée, ou plutôt offerte, de plonger ses larges mains dans les caisses de fruits secs et confits, dans les sacs d'amandes et de noisettes, dans les tiroirs pleins de sucreries. Aussi, malgré les invitations que lui fit Planchet de monter à l'entresol, choisit-il pour habitation favorite, pendant la soirée qu'il avait à passer chez Planchet, la boutique, où ses doigts rencontraient toujours ce que son nez avait senti et vu. Les belles figues de Provence,
les avelines du Forest, les prunes de la Touraine devinrent pour Porthos l'objet d'une distraction qu'il savoura pendant 5 heures sans interruption. Sous ses dents, comme sous des meules, se broyaient les noyaux dont les débris jonchaient le plancher et criaient sous les semelles de ceux qui allaient et venaient. Porthos égrenait dans ses lèvres d'un seul coup les riches grappes de muscat sec aux violettes couleurs, dont une demi-livre passait ainsi d'un seul coup de sa bouche dans son estomac. Dans un coin du magasin, les garçons, tapis avec épouvante, s'entre-regardaient sans oser se parler. Ils ignoraient Porthos. Ils ne l'avaient jamais vu. La race de ces titans qui avaient porté les dernières cuirasses du Capet, de Philippe Auguste et de François Ier commençait à disparaître. Il se demandait donc mentalement si ce n'était point là l'ogre des contes de fées qui allait faire disparaître dans son insatiable estomac le magasin tout entier de Planchet, et cela sans opérer le moindre déménagement des tonnes et des caisses. Croquant, mâchant, cassant, grignotant, suçant et avalant, Porthos disait de temps en temps à l'épicier : « Vous avez là un joli commerce, ami Planchet. » « Il n'en aura bientôt plus, si cela continue, » grommela le premier garçon, qui avait parole de Planchet pour lui succéder. Et, dans son désespoir, il s'approcha de Porthos, qui tenait toute la place du passage qui conduisait de l'arrière-boutique à la boutique. Il espérait que Porthos se lèverait et que ce mouvement le distrairait de ses idées dévorantes. « Que désirez-vous, mon ami » demanda Porthos d'un air affable. « Je désirerais passer, monsieur, si cela ne vous gênait pas trop. »« C'est trop juste, » dit Porthos, « et cela ne me gêne pas du tout. » Et en même temps, il prit le garçon par la ceinture, l'enleva de terre et le posa doucement de l'autre côté. Le tout en souriant toujours avec le même air affable. Les jambes manquèrent au garçon épouvanté au moment où Porthos le posait à terre, si bien qu'il tomba le derrière sur des lièges. Cependant, voyant la douceur de ce géant, il se hasarda de nouveau. « Ah, monsieur, dit-il, prenez garde. »« À quoi, mon ami ?» demanda Porthos. « Vous allez vous mettre le feu dans le corps. »« Comment cela, mon bon ami ?» fit Porthos. « Ce sont tous aliments qui échauffent, monsieur. »« Lesquels ? » ?»« Les raisins, les noisettes, les amandes. »« Oui, mais si les amandes, les noisettes et les raisins échauffent, c'est incontestable, monsieur. Le miel rafraîchit. » Et, allongeant la main vers un petit baril de miel ouvert, dans lequel plongeait la spatule à l'aide de laquelle on le sert aux pratiques, Porthos en avala une bonne demi-livre. « Mon ami, dit Porthos, je vous demanderai de l'eau maintenant. »« Dans un seau, monsieur ?» demanda naïvement le garçon. « Non, dans une carafe. »« Une carafe suffira, » répondit Porthos avec bonhomie. Et, portant la carafe à sa bouche, comme un sonneur fait de sa trompe, il vida la carafe d'un seul coup. Planchet tressaillait dans tous les sentiments qui correspondent aux fibres de la propriété et de l'amour-propre. Cependant, hôte digne de l'hospitalité antique, il feignait de causer très attentivement avec d'Artagnan et lui répétait sans cesse : « Ah, monsieur, quelle joie ! Ah, monsieur, quel honneur !»« À quelle heure souperons-nous, Planchet ?» demanda Porthos. « J'ai appétit. » Le premier garçon joignit les mains. Les deux autres se coulèrent sous les comptoirs, craignant que Porthos ne sentît la chair fraîche. « Nous prendrons seulement ici un léger goûter, » dit d'Artagnan, « et une fois à la campagne de Planchet, nous souperons. »« Ah, c'est à votre campagne que nous allons, Planchet, » dit Porthos. « Tant mieux. »« Vous me comblez, monsieur le baron. » Monsieur le baron fit grand effet sur les garçons qui virent un homme de la plus haute qualité dans un appétit de cette espèce. D'ailleurs, ce titre les rassura. Jamais ils n'avaient entendu dire qu'un ogre eût été appelé monsieur le baron. « Je prendrai quelques biscuits pour ma route, » dit nonchalamment Porthos. Et, ce disant,
il vida tout un bocal de biscuits anisés dans la vaste poche de son pourpoint. « Ma boutique est sauvée !» s'écria Planchet. « Oui, comme le fromage, » dit le premier garçon. « Quel fromage ? Ce fromage de Hollande dans lequel était entré un rat et dont nous ne trouvâmes plus que la croûte. » Planchet regarda sa boutique, et, à la vue de ce qui avait échappé à la dent de Porthos, il trouva la comparaison exagérée. Le premier garçon s'aperçut de ce qui se passait dans l'esprit de son maître. « Gare au retour, lui dit-il. « Vous avez des fruits chez vous ?» dit Porthos en montant l'entresol, où l'on venait d'annoncer que la collation était servie. « Hélas !» pensa l'épicier en adressant à D'Artagnan un regard plein de prière, que celui-ci comprit à moitié. Après la collation, on se mit en route. Il était tard lorsque les 3 cavaliers, partis de Paris vers 6 heures, arrivèrent sur le pavé de Fontainebleau. La route s'était faite gaiement. Porthos prenait goût à la société de Planchet, parce que celui-ci lui témoignait beaucoup de respect et l'entretenait avec amour de ses prés, de ses bois et de ses garennes. Porthos avait les goûts et l'orgueil du propriétaire. D'Artagnan, lorsqu'il eut vu aux prises les 2 compagnons, prit les bas-côtés de la route et, laissant la bride flotter sur le cou de sa monture, il s'isola du monde entier comme de Porthos et de Planchet. La lune glissait doucement à travers le feuillage bleuâtre de la forêt. Les senteurs de la plaine montaient, embaumées, aux narines des chevaux qui soufflaient avec de grands bonds de joie. Porthos et Planchet se mirent à parler foin. Planchet avoua à Porthos que, dans l'âge mûr de sa vie, il avait, en effet, négligé l'agriculture pour le commerce, mais que son enfance s'était écoulée en Picardie, dans les belles luzernes qui lui montaient jusqu'aux genoux et sous les pommiers verts aux pommes rouges. Aussi s'était-il juré, aussitôt sa fortune faite, de retourner à la nature et de finir ses jours comme il les avait commencés, le plus près possible de la terre où tous les hommes s'en vont. « Hé hé !» dit Porthos. « Alors, mon cher monsieur Planchet, votre retraite est proche ?»« Comment cela ? Oui, vous me paraissez en train de faire une petite fortune. »« Mais oui, répondit Planchet, on boulotte. »« Voyons, combien ambitionnez-vous et à quel chiffre comptez-vous vous retirer ?»« Monsieur, dit Planchet sans répondre à la question, si intéressante qu'elle fût, monsieur, une chose me fait beaucoup de peine. »« Quelle chose ? demanda Porthos en regardant derrière lui comme pour chercher cette chose qui inquiétait Planchet et l'en délivrer. « Autrefois, dit l'épicier, vous m'appeliez Planchet tout court, et vous m'eussiez dit « Combien ambitionnes-tu, Planchet, et à quel chiffre comptes-tu te retirer ?»« Certainement, certainement, autrefois, j'eusse dit cela, répliqua l'honnête Porthos avec un embarras plein de délicatesse. Mais autrefois, j'étais le laquais de monsieur d'Artagnan. N'est-ce pas cela que vous voulez dire ? Oui. Eh bien, si je ne suis plus tout à fait son laquais, je suis encore son serviteur. Et, de plus, depuis ce temps-là, eh bien, Planchet, depuis ce temps-là, j'ai eu l'honneur d'être son associé. Oh, oh, fit Porthos. Quoi ? D'Artagnan s'est mis dans l'épicerie ? Non, non, dit D'Artagnan, que ces paroles tirèrent de sa rêverie et qui mit son esprit à la conversation avec l'habileté et la rapidité qui distinguaient chaque opération de son esprit et de son corps. Ce n'est pas D'Artagnan qui s'est mis dans l'épicerie, c'est Planchet qui s'est mis dans la politique. Voilà. Oui, dit Planchet avec orgueil et satisfaction à la fois. Nous avons fait ensemble une petite opération qui m'a rapporté, à moi, 100 000 livres, à monsieur d'Artagnan, 200 000. Oh oh, fit Porthos avec admiration. En sorte, monsieur le baron, continua l'épicier, que je vous prie de nouveau de m'appeler Planchet comme par le passé et de me tutoyer toujours. Vous ne sauriez croire le plaisir que cela me procurera. Je le veux, s'il en est ainsi, mon cher Planchet, répliqua Porthos. Et, comme il se trouvait près de Planchet, il leva la main pour lui frapper sur l'épaule en signe de cordiale amitié. Mais un mouvement providentiel du cheval dérangea le geste du cavalier, de sorte que sa main,
tomba sur la croupe du cheval de Planchet. L'animal plia les reins. D'Artagnan se mit à rire et à penser tout haut. « Prends garde, Planchet, car si Porthos t'aime trop, il te caressera et, s'il te caresse, il t'aplatira. Porthos est toujours très fort, vois-tu. »« Oh, dit Planchet, Mousqueton n'en est pas mort, et cependant, monsieur le baron l'aime bien. »« Certainement, dit Porthos avec un soupir qui fit simultanément cabrer les 3 chevaux. Et je disais encore ce matin à D'Artagnan combien je le regrettais. Mais dis-moi, Planchet ? Merci, monsieur le baron, merci. Brave garçon, va. Combien as-tu d'arpents de parc, toi ? De parc ? Oui, nous compterons les prés ensuite, puis les bois après. Où cela, monsieur ? À ton château. Mais, monsieur le baron, je n'ai ni château, ni parc, ni pré, ni bois. Qu'as-tu donc ? Demanda Porthos. Et pourquoi nommes-tu cela une campagne, alors ? Je n'ai point dit une campagne, monsieur le baron, répliqua Planchet un peu humilié, mais un simple pied-à-terre. Ah ah, fit Porthos, je comprends, tu te réserves. Non, monsieur le baron, je dis la bonne vérité. J'ai 2 chambres d'amis, voilà tout. Mais alors, dans quoi se promènent-ils, tes amis ? D'abord, dans la forêt du roi, qui est fort belle. Le fait est que la forêt est belle, dit Porthos. Presque aussi belle que ma forêt du Berry. Planchet ouvrit de grands yeux. Vous avez une forêt dans le genre de la forêt de Fontainebleau, monsieur le baron ? Balbutia-t-il. Oui, j'en ai même 2, mais celle du Berry est ma favorite. Pourquoi cela ? Demanda gracieusement Planchet. Mais d'abord parce que je n'en connais pas la fin, et ensuite parce qu'elle est pleine de braconniers. Et comment cette profusion de braconniers peut-elle vous rendre cette forêt si agréable ? En ce qu'ils chassent mon gibier et que, moi, je les chasse, ce qui, en temps de paix, est, en petit, pour moi, une image de la guerre. On en était à ce moment de la conversation, lorsque Planchet, levant le nez, aperçut les premières maisons de Fontainebleau qui se dessinaient en vigueur sur le ciel, tandis qu'au-dessus de la masse compacte et informe s'élançaient les toits aigus du château, dont les ardoises reluisaient à la lune comme les écailles d'un immense poisson. « Messieurs, dit Planchet, j'ai l'honneur de vous annoncer que nous sommes arrivés à Fontainebleau. » Chapitre 144 : La campagne de Planchet. Les cavaliers levèrent la tête et virent que l'honnête Planchet disait l'exacte vérité. 10 minutes après, ils étaient dans la rue de Lyon, de l'autre côté de l'auberge du Beaupan. Une grande haie de sureaux touffus, d'aubépines et de houblons formait une clôture impénétrable et noire, derrière laquelle s'élevait une maison blanche à large toit de tuiles. 2 fenêtres de cette maison donnaient sur la rue. Toutes 2 étaient sombres. Entre les 2, une petite porte surmontée d'un auvent soutenu par des pilastres y donnait entrée. On arrivait à cette porte par un seuil élevé. Planchet mit pied à terre comme s'il allait frapper à cette porte, puis, se ravisant, il prit son cheval par la bride et marcha environ 30 pas encore. Ses 2 compagnons le suivirent. Alors il arriva devant une porte charretière à claire-voie située 30 pas plus loin, et, levant un loquet de bois, seule clôture de cette porte, il poussa l'un des battants. Alors il entra le premier, tira son cheval par la bride, dans une petite cour entourée de fumier, dont la bonne odeur décelait une étable toute voisine. « Il sent bon, dit bruyamment Porthos en mettant à son tour pied à terre, et je me croirais en vérité dans mes vacheries de Pierrefonds. »« Je n'ai qu'une vache, se hâta de dire modestement Planchet. »« Et moi, j'en ai 30, dit Porthos, ou plutôt, je ne sais pas le nombre de mes vaches. » Les 2 cavaliers étaient entrés. Planchet referma la porte derrière eux. Pendant ce temps, D'Artagnan, qui avait mis pied à terre avec sa légèreté habituelle, humait le bon air, et, joyeux comme un Parisien qui voit de la verdure, il arrachait un brin de chèvrefeuille d'une main, une églantine de l'autre.
Porthos avait mis ses mains sur des pois qui montaient le long des perches et mangeait, ou plutôt broutait, causses et fruits. Planchet s'occupa aussitôt de réveiller, dans ses appentis, une manière de paysan, vieux et cassé, qui couchait sur des mousses couvertes d'une souquenille. Ce paysan, reconnaissant Planchet, l'appela notre maître, à la grande satisfaction de l'épicier. « Mettez les chevaux au râtelier, mon vieux, et bonne pitance, dit Planchet. « Oh, oui-da, les belles bêtes, dit le paysan. Oh, il faut qu'elles en crèvent. Doucement, doucement, l'ami, dit d'Artagnan. Peste, comme nous y allons. L'avoine et la botte de paille, rien de plus. Et de l'eau blanche pour ma monture à moi, dit Porthos, car elle a bien chaud, ce me semble. Oh, ne craignez rien, messieurs, répondit Planchet. Le père Célestin est un vieux gendarme d'Ivry. Il connaît l'écurie. Venez à la maison, venez. Il attira les deux amis par une allée fort couverte qui traversait un potager, puis une petite luzerne, et qui, enfin, aboutissait à un petit jardin derrière lequel s'élevait la maison, dont on avait déjà vu la principale façade du côté de la rue. À mesure que l'on approchait, on pouvait distinguer, par deux fenêtres ouvertes au rez-de-chaussée et qui donnaient accès à la chambre, l'intérieur, le pénétral de Planchet. Cette chambre, doucement éclairée par une lampe placée sur la table, apparaissait au fond du jardin comme une riante image de la tranquillité, de l'aisance et du bonheur. Partout où tombait la paillette de lumière détachée du centre lumineux sur une faïence ancienne, sur un meuble luisant de propreté, sur une arme pendue à la tapisserie, la pure clarté trouvait un pur reflet, et la goutte de feu venait dormir sur la chose agréable à l'œil. Cette lampe, qui éclairait la chambre, tandis que le feuillage des jasmins et des aristoloches tombait de l'encadrement des fenêtres, illuminait splendidement une nappe damassée blanche comme un quartier de neige. Deux couverts étaient mis sur cette nappe. Un vin jauni roulait ses rubis dans le cristal à facettes de la longue bouteille et un grand pot de faïence bleue à couvercle d'argent contenait un cidre écumeux. Près de la table, dans un fauteuil à large dossier, dormait une femme de 30 ans, au visage épanoui par la santé et la fraîcheur. Et, sur les genoux de cette fraîche créature, un gros chat doux, pelotonnant son corps sur ses pattes pliées, faisait entendre le ronflement caractéristique qui, avec les yeux demi-clos, signifie, dans les mœurs félines, « Je suis parfaitement heureux ». Les deux amis s'arrêtèrent devant cette fenêtre, tout ébahis de surprise. Planchet, en voyant leur étonnement, fut ému d'une douce joie. « Ah, coquin de Planchet, dit d'Artagnan, je comprends tes absences. »« Oh, oh, voilà du linge bien blanc, dit à son tour Porthos d'une voix de tonnerre. Au bruit de cette voix, le chat s'enfuit, la ménagère se réveilla en sursaut, et Planchet, prenant un air gracieux, introduisit les deux compagnons dans la chambre où était dressé le couvert. « Permettez-moi, dit-il, ma chère, de vous présenter monsieur le chevalier d'Artagnan, mon protecteur. » D'Artagnan prit la main de la dame en homme de cour et avec les mêmes manières chevaleresques qu'il eût pris celle de madame. « Monsieur le baron du vallon de Bracieux de Pierrefonds, ajouta Planchet. Porthos fit un salut dont Anne d'Autriche se fut déclarée satisfaite, sous peine d'être bien exigeante. Alors ce fut au tour de Planchet. Il embrassa bien franchement la dame, après toutefois avoir fait un signe qui semblait demander la permission à d'Artagnan et à Porthos. Permission qui lui fut accordée, bien entendu. D'Artagnan fit un compliment à Planchet. « Voilà, dit-il, un homme qui sait arranger sa vie. »« Monsieur, répondit Planchet en riant, la vie est un capital que l'homme doit placer le plus ingénieusement qu'il lui est possible. »« Et tu en retires de gros intérêts, dit Porthos en riant comme un tonnerre. Planchet revint à sa ménagère. « Ma chère amie, dit-il, vous voyez là les deux hommes qui ont conduit une partie de mon existence. Je vous les ai nommés bien des fois tous les deux. »« Et deux autres encore, dit la dame avec un accent flamand des plus prononcés. »«
Madame est hollandaise demanda d'Artagnan. Porthos frisa sa moustache, ce que remarqua d'Artagnan, qui remarquait tout. « Je suis anversoise, répondit la dame. « Et elle s'appelle Dame Gechter, dit Planchet. « Vous n'appelez point ainsi madame, dit d'Artagnan. « Pourquoi cela demanda Planchet. « Parce que ce serait la vieillir chaque fois que vous l'appelleriez. »« Non, je l'appelle Truchen. »« Charmant nom, dit Porthos. »« Truchen, dit Planchet, m'est arrivé de Flandre avec sa vertu et 2000 florins. Elle fuyait un mari fâcheux qui la battait. En ma qualité de Picard, j'ai toujours aimé les artésiennes. De l'Artois à la Flandre, il n'y a qu'un pas. Elle vint pleurer chez son parrain, mon prédécesseur de la rue des Lombards. Elle plaça chez moi ses 2000 florins que j'ai fait fructifier et qui lui en rapportent 10 000. Bravo, Planchet. Elle est libre, elle est riche, elle a une vache, elle commande à une servante et au père Célestin. Elle me file toutes mes chemises, elle me tricote tous mes bas d'hiver, elle ne me voit que tous les 15 jours et elle veut bien se trouver heureuse. « Heureuse, je suis effectivement, dit Truchen avec abandon. Porthos frisa l'autre hémisphère de sa moustache. « Diable, diable, pensa d'Artagnan, est-ce que Porthos aurait des intentions ?» En attendant, Truchen, comprenant de quoi il était question, avait excité sa cuisinière, ajouté 2 couverts et chargé la table de mets exquis qui font d'un souper un repas et d'un repas un festin. Beurre frais, bœuf salé, anchois et thon, toute l'épicerie de Planchet. Poulet, légumes, salade, poissons d'étang, poissons de rivière, gibier de forêt, toutes les ressources de la province. De plus, Planchet revenait du cellier, chargé de 10 bouteilles dont le verre disparaissait sous une épaisse couche de poudre grise. Cet aspect réjouit le cœur de Porthos. « J'ai faim, dit-il. » Et il s'assit près de dame Truchen avec un regard assassin. D'Artagnan s'assit de l'autre côté. Planchet, discrètement et joyeusement, se plaça en face. « Ne vous ennuyez pas, dit-il, si, pendant le souper, Truchen quitte souvent la table. Elle surveille vos chambres à coucher. » En effet, la ménagère faisait de nombreux voyages, et l'on entendait au premier étage gémir les bois de lit et crier des roulettes sur le carreau. Pendant ce temps, les 3 hommes mangeaient et buvaient, Porthos surtout. C'était merveille que de les voir. Les 10 bouteilles étaient 10 ombres lorsque Truchen redescendit avec du fromage. D'Artagnan avait conservé toute sa dignité. Porthos, au contraire, avait perdu une partie de la sienne. On chantait bataille, on parla chanson. D'Artagnan conseilla un nouveau voyage à la cave et, comme Planchet ne marchait pas avec toute la régularité du savant fantassin, le capitaine des mousquetaires proposa de l'accompagner. Ils partirent donc en fredonnant des chansons à faire peur aux diables les plus flamands. Truchen demeura à table près de Porthos. Tandis que les 2 gourmets choisissaient derrière les falourdes, on entendit ce bruit sec et sonore que produisent, en faisant le vide, 2 lèvres sur une joue. Porthos se sera cru à La Rochelle, pensa d'Artagnan. Ils remontèrent chargés de bouteilles. Planchet n'y voyait plus, tant il chantait. D'Artagnan, qui y voyait toujours, remarqua combien la joue gauche de Truchen était plus rouge que la droite. Or, Porthos souriait à la gauche de Truchen et frisait, de ses 2 mains, les 2 côtés de ses moustaches à la fois. Truchen souriait aussi au magnifique seigneur. Le vin pétillant d'Anjou fit des 3 hommes 3 diables d'abord, 3 soliveaux ensuite. D'Artagnan n'eut que la force de prendre un bougeoir pour éclairer à Planchet son propre escalier. Planchet traîna Porthos, que poussait Truchen, fort jovial aussi de son côté. Ce fut d'Artagnan qui trouva les chambres et découvrit les lits. Porthos se plongea dans le sien, déshabillé par son ami le mousquetaire. D'Artagnan se jeta sur le sien en disant « Mordiou, j'avais cependant juré de ne plus toucher à ce vin jaune qui sent la pierre à fusil. Fi, si les mousquetaires voyaient leur capitaine dans un pareil état... » Et, tirant les rideaux du lit, « Heureusement qu'ils ne me verront pas, ajouta-t-il.
Planchet fut enlevé dans les bras de Truchen, qui le déshabilla et ferma rideaux et portes. « C'est divertissant, la campagne, » dit Porthos en allongeant ses jambes qui passèrent à travers le bois du lit, ce qui produisit un écroulement énorme auquel nul ne prit garde, tant on s'était diverti à la campagne de Planchet. Tout le monde ronflait à 2 heures de l'après-minuit.